Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit encore. Oh, bon. Est-ce qu'on va parler de Chupacabra aujourd'hui? Non, pas ça. Hey, on parle de mutilation, mais pas du Chupacabra. Ah oui, ben c'est parce que moi j'ai commencé à utiliser la rôtissoire sur mon barbecue. Oui. Et un petit Chupacabra là-dessus, là, cuit lentement, ça devrait être pas pire. Ah, c'est excellent. Un peu rognure, mais quand même. Mais bon, ça dépend toujours de ce qu'il a mangé. Ouais, il y a pas beaucoup de viande là-dessus, hein. Puis Non, la pas peau trop. est pas appétissante. Non. Tu veux parler de mutilation animale? Hey, c'est toujours un plaisir. Oui, bon, donc les mutilations animales, tu vas voir, c'est un sujet qui est très dense, et j'ai pas la prétention de dire que je vais apporter toutes les explications dans les 20 minutes qui me sont allouées. Tu ne l'as jamais. Non, effectivement. C'est une de tes grandes qualités, l'humilité. L'humilité, tu Absolument. m'arraches les mots de la bouche. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ce phénomène des mutilations animales? Oui. Bon, et là, j'en fais une description selon ce que la littérature sur les phénomènes étranges et mystérieux nous disent. Donc, chaque année, il y aurait des centaines de têtes de bétail. On parle surtout des bovidés, vaches, bœufs, génisses, qui sont retrouvées mortes et mutilées sur des champs, et sur des champs et des fermes. Évidemment, quand on parle ici de mutilation, on ne parle pas de mutilation provoquée par des prédateurs ou de simples mutilations, là où on voit que l'animal a été attaqué. On parle, toujours selon les amateurs des phénomènes paranormaux, on parle ici de mutilations très caractéristiques où des organes auraient été enlevés de façon presque chirurgicale. On parle des organes comme par exemple l'anus, les organes génitaux, le pied s'il s'agit d'une vache, les yeux, oreilles, etc. Et dans la plupart des cas, on parle également que ces animaux auraient été vidés de leur sang. Et on raconte aussi que ces animaux, ces carcasses, seraient un peu laissés pour compte par les charognards. Hein. Donc, les animaux ne s'y approcheraient pas pour quelques raisons un peu mystérieuses. Donc, ça nous donne un peu le coup d'envoi de ce phénomène des mutilations animales. Donc, c'est de ça que l'on va parler cet après-midi. Donc, on parle pas de prendre un morceau de viande. On parle pas de manger l'animal. Là. C'est juste choisir la coupe qu'on veut. Exactement. Ouais. Donc, on retrouve ces animaux-là et on raconte que le phénomène perdure ainsi depuis des années. Bon, faisons un peu un historique de ça. Le phénomène commence en 1967. Ça se passe sur une ferme au Colorado où des propriétaires terriens vont découvrir un cheval, un petit poney Appaloosa, dont l'animal a été affreusement mutilé. Hein. Le corps de l'animal est à peu près intact, mais à partir du cou jusqu'à la tête, l'animal a été littéralement nettoyé de toute chair. Hein, et je connais ton scepticisme, alors je t'ai amené ici une photographie Ah non, je veux pas voir ça. pour que tu puisses un peu décrire aux éditeurs ce dont je te parle. Sacramouille. Donc, comme tu le vois, l'animal est relativement intact, mais du cou jusqu'à la tête, est littéralement nettoyé de toute chair. Ben oui. Il y a juste les os, là. Ouais. Et lorsque les propriétaires ont découvert leur cheval, évidemment, on est en 1967. C'est une période très, très faste dans le domaine des observations d'OVNI aux États-Unis. Les Smarties remontent un peu. Je vais te remettre ta photo. Et donc, comme on est dans une période très faste pour les observations d'OVNI, les propriétaires concluent rapidement que leur animal a dû être tué par des extraterrestres. Et d'ailleurs, on va revenir avec cette hypothèse extraterrestre. Ils vont contacter les autorités locales, le shérif va se rendre sur place. Et cette histoire, ce petit cheval mutilé va trouver écho dans la presse. Cette histoire-là va trouver écho dans la presse. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'intéresser, ou à tout le moins que la presse va s'intéresser à ce phénomène des mutilations. Il y a probablement eu d'autres mutilations du genre dans le passé, mais à partir de ce moment-là, vraiment, on peut dire que c'est la date de départ. Donc, 1967, ce petit cheval, Lady, retrouvé comme ça, mutilé, et devient un peu le moment de départ, le point marquant de cette histoire de mutilation. Sérieusement, c'est assez étonnant. Cette photo est réelle. C'est la propreté de la coupe, là. C'est comme ça, la peau, la viande, tout est arrêté autour du cou, et du cou jusqu'à la tête, Oui. là, il y a plus rien. Cette photo-là, tu mentionnes, si cette photo-là est authentique, elle provient des archives du bureau local du Colorado, du shérif, du département du shérif. Il ne reste que le squelette. Il ne reste que le squelette. Du cou jusqu'à la tête, il ne reste que le squelette. On ne trouvera pas d'ailleurs d'explication à cette mort-là. Ah, On va proposer, l'animal aurait pu être atteint par la foudre ou quelque chose comme ça, mais encore là, c'est difficile d'expliquer comment cette partie-là, seulement le cou et la tête de l'animal, aurait pu être nettoyée de cette façon-là.
Donc, à partir de là, le phénomène des mutilations animales trouve écho dans la presse. On va beaucoup en parler. Et évidemment, ici, il y a un coût rattaché à ça. Hein. Tu comprends, lorsque des propriétaires terriens découvrent leurs animaux morts et mutilés sans aucune explication, il y a un coût parce que ces têtes de bétail représentent un bien qui est chiffrable en monnaie. Donc, à partir du moment où ces mutilations vont se multiplier, trouver écho dans la presse, toujours avec des caractéristiques un peu étranges, hein, l'ablation d'organes qui semble avoir été faite avec une précision chirurgicale et autres. À partir de là, donc, au milieu des années 70, vraiment les autorités, et c'est un peu de ça qu'on parlait la semaine dernière, j'ai choisi de vous présenter, moi ici, des dossiers qui ont été enquêtés par des services professionnels d'investigation, GRC, police, CIA, FBI. Mais là, donc, tu parles de quoi? Des cas en Amérique du Nord? En Amérique du Nord. Okay. Donc, le phénomène est aujourd'hui, on parle d'un phénomène planétaire, mais à l'époque, vraiment, on se concentre aux États-Unis. En 1975, par exemple, le représentant au Congrès pour l'État du Nouveau-Mexique, Harrison Schmitt, je ne sais pas si le nom te dit quelque chose. Non. Mais Harrison Schmitt était l'un encore des 12 hommes à avoir marché sur la Lune. Ah, oui. Il a été le géologue de la mission Apollo 17. Et après, donc, cette petite escapade lunaire, il s'est recyclé en politique. Et en 1975, il est le représentant de l'État du Nouveau-Mexique. Et il va s'adresser au Congrès en disant, voici, on chiffre à ce moment-là à des milliers de cas. En fait, lui a recensé quelques 8000 cas de mutilation animale pour lesquels toujours selon Schmitt, on n'a pas d'explication, et il demande à ce que le Congrès se penche là-dessus de façon explicite. La même année, les Texas Rangers vont également se pencher sur la question des mutilations animales avec des conclusions sur lesquelles on reviendra ensuite. Et aussi, à partir de là, il va y avoir des mutilations qui vont être retrouvées, qui vont se produire sur des réserves autochtones. Or, jusqu'à maintenant, lorsque une mutilation était sur un terrain appartenant à un fermier local, c'était la police de l'État qui s'en chargeait. À partir du moment où on parle de mutilation sur des réserves autochtones, ça devient un crime fédéral. Et grâce à ça, fin des années 70, le FBI va mandater l'un de ses agents, l'agent Kenneth Rommel, de se pencher sur ces histoires de mutilation. Il n'y a pas qu'aux États-Unis où ça se passe. Au Canada, par exemple, en 1978-79, la GRC va mandater 2 de ses agents, des agents Lauber et McKenzie, de s'intéresser à une trentaine de mutilations survenues dans le site de l'État de l'Alberta, tout près de la frontière du Montana. Mais donc, il n'y a pas de cas au Québec. Oui, il y a eu quelques cas, oui? mais on parle surtout parce que lorsque les mutilations se produisent, on le comprend, ce sont des mutilations qui se produisent généralement la nuit. Et au Québec, généralement, les agriculteurs entrent leur bétail dans la ferme ou dans les bâtiments agricoles. Alors que dans les grandes plaines ou au centre des États-Unis, par exemple, les animaux sont laissés dans les pâturages pendant des jours. Donc, quelle que soit l'origine, la nature du mutilateur, il a toute la liberté pour pouvoir s'en prendre au bétail. Le mutilateur. Le mutilateur. Prochain film d'Arnold Schwarzenegger qui revient au cinéma. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. On m'a demandé sur Twitter de mettre la photo du cheval qui n'est pas décapité, il reste le squelette. Ça. Là. Il a été nettoyé de toute chair à partir du cou jusqu'à la tête, là, inclus. Là. Donc, c'est vraiment très mystérieux. Comme un steak après que François Arnois est passé dessus. Absolument. Et qui ne prend jamais un livre de plus. Non, c'est un beau bonhomme. Toujours. Alors, la photo est sur le site de l'émission. Donc, voilà. Donc, pour notre histoire des mutilations, on le voit, le phénomène perdure depuis des années. Dans les années 70, il y a eu un intérêt marqué par les autorités pour enquêter là-dessus. Et je te dirais qu'aujourd'hui, il n'y a à peu près plus aucun organisme qui s'intéresse à ça. Pourquoi? Bon, parce que tous ces organismes-là sont arrivés à différentes conclusions. Et si tu le veux bien, on va passer un peu à travers ces conclusions-là. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les explications, mais on va quand même essayer d'élaborer autour des propositions qui nous ont été faites. D'abord, commençons par séparer le mythe de la réalité. Hein? Parce que les amateurs de mystère qui nous parlent des mutilations animales ont une tendance un peu à faire un décantage un peu biaisé en fonction de leur croyance ou de leur adhésion à la théorie des extraterrestres et tout le reste. Dans un premier temps, on nous parle d'une dextérité chirurgicale. On dit les animaux il y a eu des ablations, le pis a été enlevé, les organes génitaux ont été enlevés, puis ça a été fait avec une dextérité chirurgicale. Lorsque les pathologistes animaliers se sont penchés sur ces carcasses-là, eux n'arrivent pas à ces conclusions-là. En fait, cette impression de dextérité chirurgicale vient du fait que souvent, l'animal est retrouvé des jours après avoir été mutilé. Et lorsque
un animal va trouver la mort et va être déchiqueté, par exemple, par un prédateur, lorsque les chairs vont gonfler, cette mutilation ou ce déchirement des chairs en dents de scie, lorsque la chair va se gonfler, va se tendre et va donner une impression d'une coupure chirurgicale. Mais ça n'a rien de chirurgical, comme on le voit, c'est la nature qui a fait son œuvre. Très appétissante ta chronique aujourd'hui. On parle également de l'absence de sang. Les amateurs de mystère nous disent, ces carcasses-là, il n'y a pas de sang autour de l'animal. Mais encore une fois, si l'animal est retrouvé plusieurs jours après sa mutilation, et comme c'est souvent le cas, parce qu'on parle ici d'animaux qui sont laissés sur des champs ou des terres agricoles et qui n'entrent pas dans des bâtiments agricoles, et souvent le fermier, le rancher, va trouver son animal 3 ou 4 jours après qu'il soit mort dans le champ. Donc, le sang, à ce moment-là, va coaguler dans l'animal, d'où la raison pour laquelle on ne trouve pas de sang autour de l'animal. Mais il n'y a pas d'incision non plus qui indique que le sang aurait été retiré. Non, pas du tout. Ensuite, on nous parle, les amateurs de mystère nous disent que ces animaux-là ont été mutilés et qu'il y a une spécificité aux organes choisis. Par exemple, l'œil gauche chez les animaux mâles et l'œil droit sur les animaux femelles, par exemple. Pourquoi? Mais ce n'est pas vrai. Ah. En fait, il y a pas de cette spécificité n'existe pas. Une chose est certaine, toutefois, l'œil, l'oreille arrachée est toujours celle qui est exposée. Donc, quand l'animal est sur le flanc, c'est toujours les parties exposées qui ont été enlevées. Et ensuite, on nous dit que les animaux sont dédaignés par des charognards, ce qui n'est pas non plus le cas. On le sait, les tentatives ou les recherches menées par des services, des agences gouvernementales montrent que si cet animal-là est laissé assez longtemps sur un terrain, il sera dévoré par des animaux charognards. Maintenant, une fois qu'on a séparé le mythe de la réalité, il nous reste qu'est-ce qui produit ces mutilations? Y a-t-il une explication? Bon, d'abord, les amateurs de mystère, évidemment, voient là-dedans l'œuvre des extraterrestres. Pourquoi? Bon, parce qu'on nous dit que les mutilations sont chirurgicales, parce qu'il y a ci ou ça, mais on le voit là ici, on tombe dans des zones grises et les autorités vont pas dans ce sens-là. On nous dit également qu'on a trouvé parfois des animaux au sommet d'un arbre ou au sommet d'un poteau, mais encore là, ces animaux-là retrouvés au sommet d'un poteau ou d'un arbre n'avaient pas été mutilés de façon caractéristique, et dans bien des cas, ces animaux-là, lorsqu'ils ont été retrouvés au sommet d'un poteau, on a omis de nous dire que la veille, il y avait eu une tornade qui avait pu emporter cet animal-là sur un côté, quelque chose comme ça. Donc, les extraterrestres, c'est vrai que les amateurs d'OVNI ont essayé de faire des associations entre la présence d'un OVNI dans un secteur donné, des mutilations trouvées sur place quelques jours après, mais encore là, cette association-là est plutôt boiteuse. Et de toi à moi, Benoît, si des extraterrestres traverseraient des années-lumière pour venir nous visiter, je vois mal ce qu'ils feraient à enlever des pieds de vache. Peut-être qu'on va découvrir sur une planète X ou Y que des portefeuilles faits en peau de pieds de vache terrestre, c'est la grosse mode. C'est la grosse affaire. Mais il y a une contrebande. Mais s'ils traversaient l'univers, là, ça serait au moins pour venir chercher un morceau de T-bone. Ouais, pas un coup de vache ou pas un anus de vache ou quelque chose comme ça. Non. C'est moins intéressant. C'est moins, sur le barbecue, c'est moins réussi. Ouais. Ensuite, on parle de la deuxième hypothèse. Donc, l'hypothèse des extraterrestres, faut un peu éliminer ça. Maintenant, l'hypothèse de l'intervention humaine. Bon, dans ce scénario, tu le comprends, on croit à une conspiration. Les militaires ou des firmes pharmacologiques utiliseraient des gaz aéroportés pour tester sur l'environnement l'efficacité de ces gaz-là. Et la nuit venue, des hélicoptères anonymes noirs se poseraient dans les champs, prendrait des échantillons sur des animaux pour faire des analyses. C'est vrai que dans certains cas, je me rappelle, dans les années 70, il y a un agent spécial dans l'État du Nouveau-Mexique, un policier qui s'est intéressé aux mutilations animales, qui avait découvert sur certaines carcasses de la vitamine B12, un taux anormalement élevé de vitamine B12. Or, la vitamine B12 fait éclater les cellules. Le problème, c'est que cette même vitamine B12 est utilisée dans des traitements animaliers, des traitements vétérinaires, et elle est également utilisée dans le saupoudrage là, comme engrais. Donc, le fait qu'on en ait retrouvé sur certaines carcasses n'est pas en soi très mystérieux. Ouais. Donc, et on comprend mal pourquoi des firmes feraient ce genre de travail ou les militaires, alors que ce serait beaucoup plus discret, beaucoup plus pratique d'acheter leur propre bétail. On comprend les Américains les militaires pour acheter leurs vaches, les cantonner dans différentes bases militaires, faire leurs propres tests, et les firmes pharmacologiques pourraient faire exactement la même chose. Donc encore là, l'intervention humaine n'est pas exclue. D'ailleurs, quand on parle de l'enquête menée par la GRC à la fin des années 70, sur une trentaine de cas de mutilation survenant en Alberta, 13 d'entre eux n'avaient pas pu être expliqués
février, les agents Lauber et McKenzie avaient proposé l'intervention humaine, probablement des sectes. Mais là encore là, cette explication-là résiste mal à une analyse parce que les sectes qui se livrent à des sacrifices animaliers n'utilisent pas des gros animaux comme des vaches, des chevaux ou des bœufs. Ils utilisent des petits animaux, des boucs, des chats, des chiens, ce genre de trucs-là. Donc encore là, l'explication de l'intervention humaine n'est pas exclue, n'est pas impossible, mais elle demeure improbable. Ouais. Et enfin, notre dernière explication, celle sur laquelle à peu près tous les services d'enquête se sont ralliés, c'est l'explication des prédateurs. En fait, tous les gens qui parlent des mutilations, c'est un peu un phénomène artificiel. C'est vrai que des animaux sont retrouvés mutilés. C'est vrai que ces mutilations sont étranges. Mais généralement, ceux qui font l'apologie de ces mutilations sont généralement des gens qui n'ont aucune connaissance en pathologie animale. Donc, on montre un dossier. Mais les enquêtes menées sur le terrain, tant par la GRC que le FBI, par les Texas Rangers, et je t'ai amené ici un document que les ufologues disent n'existe pas. Oh. Voici l'enquête, et tu vas te trouver dans la page de garde le sceau officiel du département du Nouveau-Mexique qui prouve que tu as entre les mains un document officiel. C'est celui fait par l'attorney général, qui a été commandé par l'attorney général, avec la collaboration du FBI sur les mutilations animales. Et leur conclusion, après des centaines d'enquêtes menées sur le terrain, tous les animaux mutilés l'ont probablement été par des prédateurs. Tu avais envoyé 30$ comptant? Oui, 30$ comptant. Remis? Et puis oui, l'attorney généreux, comme ça se peut pas, mais a remis mon 30$ et tu as le document entre les mains. Les conclusions, en fait, de ça, c'est que il y a une mauvaise compréhension de la façon dont la mort de ces animaux-là se produit et la façon dont ils sont en fait mutilés. Les amateurs d'ovnis, par exemple, vont nous dire un coyote ne mutilerait pas une vache de cette façon-là, ni un loup, ni des busards. C'est vrai, mais la nature n'est pas aussi sélective. Lorsque l'on parle, parce que eux parlent de ou bien de coyotes, ou bien de loups, ou de busards. Mais en réalité, il s'agit de busards, de loups et de coyotes, tous ensemble, tu comprends? Donc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et si c'est vrai, par exemple... C'est dégueulasse, les photos devraient plus m'avertir. Moi, je faisais ça, puis là, je tombe sur des... Alors, si c'est vrai, par exemple, qu'un coyote ne pourrait pas manger une partie de l'intestin d'une vache sans déchirer la paroi abdominale, c'est vrai pour un coyote, mais ce n'est pas vrai pour un busard. Un test mené par les Texas Rangers dans les années 70 montre que les busards vont arriver aux côtés de la carcasse, se rentrer la tête au complet dans l'anus de l'animal pour aller gruger une partie de l'intestin. Donc, on n'a pas besoin des extraterrestres pour ça. Ensuite, le fait que toutes les parties des animaux qui ont été mutilées sont toujours les parties qui sont exposées. Alors, pourquoi des extraterrestres ou une compagnie pharmaceutique prendrait-elle seulement l'œil qui est exposé lorsque l'animal tombe sur le flanc? Donc, notre conclusion, la conclusion des autorités dans ces enquêtes-là, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu manipulation ou intervention humaine. C'est possible dans de très rares cas, c'est pas exclu. Mais lorsque l'on parle du phénomène des mutilations animales, je sais que ça va certainement choquer plusieurs amateurs d'OVNI qui nous écoutent, mais toutes les conclusions menées tant par les Texas Rangers, la GRC, les services d'enquête du FBI montrent qu'on est en présence d'un phénomène naturel provoqué par des prédateurs sur le terrain. Donc, c'est la nature. C'est la nature. C'est d'autres animaux qui sont... C'est d'autres animaux et c'est le fait que des gens qui ne sont pas habitués à la pathologie animale ou de voir comment des animaux vont en fait se détériorer sur le terrain, ces gens-là vont tirer des conclusions souvent un peu étriquées. Merci beaucoup, Christian Page. Ça m'a fait plaisir et bon souper. Très appétissante chronique de mutilation animale, ça, à Gramouille. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain dès midi. Au revoir.